Et le revoici au micro de la Martingale. Salut Aldric, ça va ? Salut Mathieu, tu vas bien ? Aldric Aimier, ouais, je vais très bien. On m'a dit que j'avais mangé du lion ce matin, donc je fais attention parce que je suis féroce. On va parler alors avec quelqu'un qui est déjà venu dans la Martingale, d'un sujet qu'on a déjà traité dans la Martingale. Là, tout le monde se dit, mais ça va être nul, ça sert à rien. Mais si, parce que déjà, toi et moi, on a parlé d'autres choses. L'épisode sur lequel on a travaillé la première fois, c'était les 5 règles d'or de l'investissement. Je m'en souviens. Et c'était vraiment super didactique. C'est toujours à jour à écouter cet épisode parce que je pense que ça vaut vraiment le coup d'être écouté. Et vous allez apprendre plein de choses. C'est vraiment les bases. Le private equity, c'est le sujet du jour. C'est un sujet qui monte sur lequel moi, j'ai, tu vois, des espèces d'élan d'envie à fond où je me dis, ouais, c'est le moment, c'est super. Et à la fois, il y a des moments où je me dis, mais j'aime pas être dans le mouvement, j'aime bien être un peu en contrebalancier, etc. Et là, j'ai l'impression que tout le monde se rue dessus d'un coup, notamment après les riches. Donc je me dis, tu es un rebelle, un entrepreneur rebelle. Ça doit être ça. Et à la fois, ça m'a souvent joué des tours parce que faut aussi savoir être tôt dans les vagues et pas descendre de la vague trop vite, quoi. Donc moi, je suis plutôt de tendance à descendre au 3e étage de l'ascenseur alors qu'il y en a 10 ou 20, et donc faut faire gaffe. En effet. Et je voudrais là-dessus, si tu veux bien, Aldric, qu'on se donne un petit programme bien sharp, faire un rappel de ce qu'est le private equity, essayer de trouver comment fonctionne cet investissement, où est-ce qu'on trouve les meilleurs endroits où investir, est-ce que je peux rentrer avec peu d'argent, parce que c'était quand même l'un des problèmes les plus importants, et les risques, les commissions, parce que c'est aussi un endroit moins régulé peut-être que les marchés, comme on dit publics, en tout cas les marchés boursiers. Voilà, ça te va dans les grandes lignes ? Parfait. Ok. Avant qu'on réexplique, on va commencer par expliquer le private equity en quelques mots, et après tu vas m'expliquer pourquoi toi avec Climb, tu connais bien ce marché et t'es devenu expert de cet univers. Qu'est-ce que c'est que le private equity ? Où ça commence, ma question, récemment on a fait un épisode sur les startups et investir en startup, et puis on l'avait titré private equity, et moi ça me convenait pas parce que même si techniquement c'en est, je trouve que ça correspond pas à l'étiquette qu'on donne au moins au terme en français. Ok, en effet, j'ai écouté d'anciens épisodes que tu as fait sur le private equity, donc ça a déjà été traité, je vais le faire de la manière la plus simple possible. Donc le private equity, c'est l'investissement dans des entreprises non cotées en bourse. Ok. Voilà. Il y a 3 stades de développement des entreprises. Le premier, c'est ce qu'on appelle le capital risque, donc le venture. C'est tu arrives au début de la vie d'une entreprise. Le deuxième, c'est le capital développement, aussi appelé le growth. Donc là, c'est des entreprises qui sont plus développées, qui souvent sont rentables et ont besoin d'accélérer. Et le dernier segment, donc là, l'entreprise est le plus développée, c'est le capital transmission, aussi appelé buyout. Et là, très souvent, le fonds prend une prise de contrôle de l'entreprise. Donc, tu as ces 3 stades de développement. Moi, mon analyse... On a dit investissement, donc quoi, primaire non, c'est capital... Capdev, ouais. Non, le premier, c'est capital risque. Capital risque, oui. Voilà. Donc, oui. Tout début de la vie de l'entreprise. Secondaire, ouais. Souvent, dans le growth, c'est dans du primaire aussi. C'est des levées de fonds, plutôt. Ouais, mais là, tu vois, c'est plus... Quand on parle de primaire, c'est le premier investissement d'un fonds. Ouais. Là, on parle vraiment du stade de développement de l'entreprise, où est-ce qu'elle en est. Donc, au tout début, c'est le capital risque, après, c'est le capital développement, et après, c'est le capital transmission. Okay. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la partie VC, c'est la partie la plus risquée. Donc, pour moi, un épargnant, il faut qu'il comprenne quelque chose d'important, c'est que s'il est joueur, il peut investir dans des startups, dans le VC. Mais moi, ce que je recommande, c'est d'investir des montants raisonnables. Et si on regarde les plus grands fonds de VC, ils ont une règle d'or, c'est de regarder le fondateur, le ou les fondateurs. Et le fondateur, il doit être évidemment smart, il doit être très résilient, et surtout, il doit avoir une envie d'y arriver au-delà du réel. Il doit avoir mangé du lion aussi. Il doit avoir mangé du lion comme toi tous les matins. Et ça, c'est sur le VC. Ensuite, pour moi, un épargnant qui va investir dans le private equity aura... On va dire que c'est peut-être un peu plus cohérent qu'il aille sur les segments au-dessus, donc le growth et le buyout, où là, ce sont des entreprises qui sont plus stables, très rentables, où il y aura un peu moins de volatilité.
Ok, si on se met de l'autre côté de la barrière et du côté des entreprises et entrepreneurs, en gros, dans cette première partie, capital risque, déjà, bon, il porte bien son nom, les chances qu'une entreprise tombe, vraiment fasse faillite, elles sont importantes. C'est-à-dire que on n'est pas dans une entreprise qui a plein de salariés, plein de clients, ce qu'on peut appeler du MRR dans les startups, du revenu récurrent ou quelque chose comme ça qui est bien installé et sur lequel, en fait, a priori, la plupart des entreprises, il n'y a pas de raison que du jour au lendemain, tout s'écrase, qu'il n'y ait plus de clients, que voilà. Ça arrive, mais voilà. Plus tu avances dans ces sociétés, plus tu passes donc CapDev, Growth CapDev, et c'est l'inverse, CapDev Growth. En fait, capital développement, l'équivalent en anglais, c'est appelé Growth. Ok, Growth. Et le troisième stade, c'est le capital transmission, qui est aussi appelé Buyout. Buyout. Et après, tu arrives éventuellement, pour certaines d'entre elles qui veulent aller sur les marchés financiers, sur une introduction en bourse, et là, tu es encore sur des choses plus grosses. Bon. On pourrait aller sur... Il y a toujours des nuances, parce que tu as des petites entreprises qui sont introduites en bourse sur les marchés secondaires, qui sont pas forcément très, très, très solides, ça existe aussi. Mais en tout cas, les grosses capitalisations, on voit comment ça marche a priori. Ça peut être divisé par 2, ça peut être divisé par plus, mais généralement, tu perds pas tout ton capital. Ouais, et je pense que pour le résumer, en fonction du stade de maturité, de développement de l'entreprise, il y a un couple rendement-risque. Quand tu arrives au tout début, il y a beaucoup plus de risques et potentiellement plus de rendement. Et plus tu avances, plus le risque est réduit, il y a moins de volatilité. Et donc le rendement baisse un petit peu aussi. Donc finalement, si je devais le voir d'un autre prisme, là on a pris le prisme du risque, si je devais le voir d'un prisme de l'accessibilité, c'est-à-dire comment je peux accéder à ces entreprises, plus tu es un touriste, plus tu as accès au marché public, donc acheter du Renault, du Total, du Publicis et des choses comme ça, parce que tout le monde peut en acheter en bourse, ce sont des actions, je les achète, je les vends dans la journée, c'est facile. Plus tu remontes dans tout ça, plus c'est difficile de rentrer au moins même dans le capital risque, sauf si tu es pas forcément dans les bonnes opportunités, mais dans les meilleures opportunités de capital risque, c'est très difficile de rentrer aussi. Exactement. Et sur le capital risque aussi, moi, ce que je peux observer avec des amis entrepreneurs, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'affect dans un investissement, dans une start-up. Ce qu'il faut, c'est réduire au maximum l'affect et se concentrer sur qui est l'entrepreneur. D'ailleurs, je pense que je l'avais dit la dernière fois. Disclaimer, je suis investisseur dans Climb et à l'époque c'était ça portait un autre nom. On va pas le redire comme ça, tout le monde va l'oublier. Mais non, j'aime pas masquer les choses. Ça s'appelait Tac, c'est pas très grave. De toute façon, voilà, on sait que c'est Climb maintenant. Et moi, en effet, j'avais choisi d'investir dans Aldric et tes cofondateurs et toute ton équipe, plus que dans tout ça. Et d'ailleurs, votre modèle a beaucoup changé depuis. T'as investi, toi, en start-up? Un peu, beaucoup, pas du tout? Ouais, moi, j'ai investi. J'ai vraiment suivi ma thèse. Hein. J'ai investi dans des gens que je connais. Donc, je suis investisseur d'Electra. Ouais, parce que super. C'est un ami très proche. J'ai investi dans la nouvelle boîte de l'équipe de Meilleurs Agents, une boîte qui s'appelle EduMapper. Tout à fait. Super équipe aussi. Ouais, Sébastien Delafont, son associé. Jordan Sagnal et Julien Chisser. J'adore Julien. Une équipe, franchement, 3 killers. Julien qui était 2 rangs derrière moi à la finale de la Ligue des Champions. Ah bon ? Ah bah voilà. et donc, j'ai suivi, moi, ma thèse qui est t'investis dans des gens, quoi, tout simplement. Ok, et dans les autres univers, pour comprendre, toi, donc sur tout ce qui est CapDev, enfin Growth ou Buyout et ou Bourse, t'es investi aussi? Ouais, bien sûr. Alors sur la partie Bourse, comme ça c'est intéressant de traiter le sujet maintenant, la manière dont nous on le recommande sur la Bourse, c'est de ne pas aller sur des titres vifs, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus risqué. Les gens le font quand ils ont un coup de cœur sur une industrie. Quand je te prends, par exemple, je sais pas, un cadre chez L'Oréal, il va investir dans cette industrie parce qu'il la connaît. Un dirigeant de Volkswagen, il va investir dans l'auto. Mais la meilleure manière d'investir dans la bourse, dans le côté, c'est de le faire de manière diversifiée. Donc, c'est de le faire via des produits que tu connais par cœur, qui sont des ETF. On en a parlé lors d'anciens épisodes. Et de le faire de manière diversifiée en zones géographiques. Donc, nous, ce qu'on fait chez Climb, on pousse 40% aux US, 40% en Europe et 20% en Asie-Pacifique. Et ce qui est intéressant chez les ETF, c'est qu'en termes de frais, c'est 10 fois moins cher
que des OPCVM, donc c'est-à-dire que de la gestion active. Où là, selon moi, les frais qui sont pris avec des OPCVM, donc les frais de gestion annuels, qui sont autour de 2%, ne sont pas justifiés par rapport aux ETF. Et d'ailleurs, il y a une étude qui montre qu'il y a seulement 4% des gérants actifs sur les OPCVM qui battent leur indice de référence. Donc quand tu es sur un OPCVM, tu payes cher, et en plus, en termes de performance, c'est moins intéressant. Donc, il faut aller sur les ETF. Super intéressant. On va faire des épisodes bientôt pour déchiffrer, j'allais dire déchirer, mais les deux, les ETF, enfin en tout cas vraiment comprendre tout dans les moindres détails, mais je suis d'accord que c'est assez intéressant. Je pourrais dire, alors moi je donne pas de recommandations, je suis pas habilité, mais que tu peux avoir aussi des coups de cœur sur des investisseurs. Moi j'en ai eu un récemment sur Octave Klaba, tu vois, et c'est probablement irrationnel, mais quand je l'ai entendu sur Génération et Turcell, je me suis dit OVH, je pense que c'est largement sous-coté pour plein de raisons, mais finalement aussi rationnel pour le personnage qui est assez méconnu et qui mérite à être connu, mais aussi pour le statut, la situation géopolitique, la souveraineté, etc. Donc je suis allé pleine balle sur. Ouais, là j'ai eu une intuition, mais j'ai plus investi comme en start-up en revanche. Voilà, là-dessus, avec un risque un peu plus important. Exactement. Mais c'est bien si jamais tu as une partie en ETF diversifiée par zone géographique et que le reste, tu dois faire une petite partie en titre, en action que tu connais, go. Alors avec Climb, vous connaissez tout ça, tu dis notre approche elle est comme ça. La manière dont je vous situe aujourd'hui, tu vas me dire si je me trompe, c'est quelque part, si je prends le spectre des gens qui t'accompagnent pour investir, t'as les banques qui font du méga retail, qui vendent beaucoup leurs produits parce que c'est leur modèle économique. Quand tu vas leur demander d'acheter une SCPI qui n'est pas la leur, ils vont te dire non, enfin si en plus tu leur demandes d'emprunter, c'est carrément pas du tout. Et de l'autre côté du spectre, t'as on va dire le family office, donc je suis très riche et je vais avoir 3, 4, 5, 10 personnes qui vont bosser juste pour moi pour investir mon argent. Okay, ça c'est le spectre des gens qui t'accompagnent pour investir. T'es d'accord? Et il y a aussi les conseillers indépendants. Oui, non, mais je parle les deux côtés, d'un bout à l'autre. Et là, si on rentre au milieu, tu vas avoir des conseillers indépendants, tu vas avoir des multifamily office, tu redescends. Et pour moi, je vous vois pas pile au milieu, mais c'est-à-dire que vous êtes à mi-chemin entre une tech, parce qu'il y a quelques techs qui t'aident à investir là-dessus. Il y a les conseillers indépendants, et vous mélangez un peu le meilleur des mondes. En tout cas, c'est ce que tu essaies de faire. Ce qu'on essaie pour l'expliquer. Bon, déjà, nous, notre mission, elle reste la même, c'est permettre aux gens d'investir intelligemment, donc de faire fructifier leur patrimoine. Okay. Et là, j'aime bien le rappeler. Alors, pourquoi faire fructifier son patrimoine? Pas pour être le plus riche du cimetière, pour pouvoir financer des projets de vie. Pour financer des projets de vie... Goal-based investment. Voilà. Pour financer des projets de vie, il faut de l'argent. Deux manières d'avoir de l'argent. Le fruit de son travail, avec son salaire, et le fruit de son capital, avec ses investissements. Et nous, c'est là où on intervient. Donc le positionnement... Tu travailles pas à ma place. Non. Le positionnement de Climb, c'est de te permettre de le faire en investissant bien et en gérant bien tes impôts. Ça, c'est le positionnement en termes de service. Après, en termes de clientèle... en gérant bien tes impôts, c'est là d'où vous venez. Je ne l'avais pas su, là, en effet. C'est pour ça, Tacotax, la strate de pénétration du marché, c'était d'aider les gens avec leurs impôts, notamment avec la déclaration de revenus, et ensuite les aider sur leurs investissements. Aujourd'hui, on fait les deux, impôts et investissement. Ça fait longtemps qu'on me le dit, mais il va vraiment falloir que je bosse avec vous un jour, parce que je suis mauvais sur les deux. Mais... et en termes de positionnement, donc comment est-ce qu'on se différencie des d'autres acteurs? Ça va être sur les produits d'investissement, donc toutes les classes d'actifs, et là on va parler notamment du private equity. Pourquoi est-ce qu'on peut le faire? Parce qu'on est indépendant. Okay. C'est-à-dire qu'on va choisir le produit qu'on veut au service de la performance. Contrairement à des banques qui, elles, ont des maisons de gestion en interne, et les maisons de gestion vont pousser leurs produits aux banquiers privés. Ça, je dirais que c'est le circuit qui fait que, quand on est client dans une banque, ça fonctionne mal. Y compris dans les banques privées? Y compris dans les banques privées. Alors, on pourra même en parler sur le private equity. Là où il y a de l'architecture ouverte, dans certaines banques, c'est quand on arrive à un stade gestion de fortune. Donc, en quoi on se différencie? Il y a l'offre de produits d'investissement. Ensuite, et ça c'est hyper important, c'est la réactivité. Et j'avais envoyé un questionnaire à mes clients en demandant qu'est-ce qui avait le plus important. Le rendement, la réactivité, les impôts. Il y avait 5-6 réponses. Et numéro 1, c'est la réactivité. Les Français ont un niveau d'éducation financière qui est faible. C'est un sujet qu'ils connaissent mal. Donc ils veulent que lorsqu'ils ont une question, on doit leur répondre le jour J. Et donc là, on a développé certains outils qui font que quand
il y a une question qui est posée, enfin une communication qui est faite par email, par WhatsApp, par téléphone, par texto, on a l'info très vite et le conseiller doit répondre le jour J. Okay. Donc ça, c'est la réactivité. Et le troisième point, tu en as parlé, c'est l'accompagnement fiscal. Donc on aide les gens sur leurs investissements, mais on fait aussi leur déclaration de revenus. Voilà. Ok, là-dedans, le private equity, c'est quelque chose qui a grossi parce que c'était pas quelque chose de très gros quand tu as monté Tacotax ou donc désormais Climb. Et Climb après. Ouais. Non, alors en effet. Pourquoi ? Et là, ça me permet d'ouvrir sur la démocratisation de cette classe d'actifs. Donc pourquoi cette classe d'actifs, tout le monde en parle ? Donc, première raison, c'est la performance historique du private equity. C'est 13,4% de rendement net depuis 20 ans sur le segment growth et buyout. Donc les entreprises le segment 2 et 3, les moins risqués. Exactement. Donc 13,4% net. Net de tout frais. Net de tout frais, depuis 20 ans. Donc pourquoi ça se démocratise ? Parce que la classe d'actifs a montré qu'elle était performante. 2, il y a beaucoup d'acteurs qui communiquent. Regarde, là on est en train d'en parler. Il y a des fonds de fonds qui communiquent beaucoup. Oui, il y a Frédéric Stollard qu'on a reçu sur ici, BFM Business, qui est à fond. Tu as aussi des fonds en direct qui communiquent énormément. Tu as des patrons de fintech. Tu as le fondateur de Finari, Mounir, qui communique énormément sur YouTube. Bref, il y a beaucoup d'acteurs qui communiquent sur cette classe d'actifs. Donc les épargnants ont la possibilité de comprendre comment ça fonctionne. Oui, alors après, moi je vais te dire un truc. Quand j'ai beaucoup d'acteurs qui communiquent sur un truc, je me dis soit c'est très intéressant, soit... T'es prêt ? Vas-y. Et tu vas devoir m'expliquer ça. Le business model. Non, soit il y a beaucoup de commissions. Voilà. Soit les mecs s'en foutent plein les poches. Mais... Et donc c'est aussi pour ça que je me méfie de ces choses-là. Tu vois, je me dis attention parce que en ce moment il y a plein de trucs de retailisation où en fait t'as une cascade d'intermédiaires et voilà. Et donc pour moi c'est vraiment très important, sachant qu'on parle d'un marché qui alors comme tu le dis, dans le bon sens du terme, fait 13,4% net par an depuis 20 ans, donc est super intéressant. Mais 2, a des tickets d'entrée qui sont élevés, ou qui l'étaient en tout cas, et 3, est totalement illiquide. C'est-à-dire que c'est pas comme de la bourse, je te disais tout à l'heure, la bourse, tu rentres, tu sors dans la journée, ou les cryptos, etc. Là, tu rentres, t'es collé, t'attends, tu prends tes 13,4% si tu peux, il y a des années ça baisse, peut-être. Voilà, donc c'est peut-être là où je peux avoir une forme de méfiance sur laquelle il faut qu'on évacue, ou pas d'ailleurs. Si, évacuons. Oui, il y a beaucoup de frais. Si on est allergique aux frais, il ne faut pas aller sur le private equity. Rideau. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire sur la démocratisation, on était sur les acteurs qui communiquent beaucoup, mais moi, j'allais également te dire, il y a un intérêt de la part des conseillers en gestion de patrimoine, des family office, des plateformes, des fintech, sur le private equity pour le modèle de commissionnement. Donc ça, je vais l'expliquer. Le private equity, pourquoi c'est intéressant ? Pour des boîtes comme Climb, par exemple, c'est que ça permet d'avoir des commissions tout de suite, donc des fameux frais d'entrée, donc des commissions upfront, et ça permet aussi d'avoir des commissions récurrentes, donc les rétrocessions, c'est-à-dire que, imagine, tu rentres dans un fonds de private equity, il va y avoir en moyenne 2% de frais de gestion par an, et sur ces 2%, le fonds rétrocède au conseiller, donc à Climb, à peu près 0,7%. Okay. Donc, et Climb, nous, on met ce qu'on appelle des frais d'entrée. Le standard, c'est 3%. Pourquoi est-ce qu'on met 3% ? Parce que moi, je considère qu'il faut un conseiller dédié pour chaque client, qu'on a un accompagnement patrimonial et fiscal, et que pour mettre en place la stratégie de private equity, et on va en parler, il y en a plein, il faut passer du temps, il faut faire des projections, il faut faire des simulations, il faut que le client investisse au bon endroit. Donc le fait que le business model soit intéressant justifie que de plus en plus d'acteurs se mettent dessus. Mais ce qui compte pour le client, c'est quoi ? C'est le rendement net de tout frais. C'est ça qui compte. Et c'est pour ça que beaucoup d'acteurs aussi se mettent dessus. C'est que dans mon métier, ce qui a aussi beaucoup de valeur. Donc la valeur numéro 1, c'est que le client investisse bien. Et ça, on en parlera après. Il faut que ce soit ultra diversifié. Ultra diversifié par classe d'actifs, par secteur, par zone géographique, par taille d'entreprise. Okay. Ça, c'est le plus important. Mais ce qui est aussi important, c'est que sur le long terme, des boîtes comme Climb, on n'est pas de SAV à gérer. Et sur le private equity, ce qui a de la valeur, c'est que c'est une classe d'actifs qui est extrêmement résiliente dans les moments de turbulence, dans les moments de crise. Donc, le client peut se projeter avec un certain rendement. Si jamais ça ne se passe pas bien, le rendement sera quand même bon. Il ne sera pas mauvais. Et ce qu'on a aussi
pu constater, c'est que le private equity, le non coté, le segment growth et buyout se comporte mieux en cas d'incertitude de marché que les marchés cotés. Ok. Est-ce que ça répond à ça ta répond à la question question. Si je dois le pousser un tout petit peu plus loin, le 13,4%, il est calculé dans le modèle que tu décris là, c'est-à-dire avec 3% d'entrée et 2% de frais de gestion. Le 13,4%, c'est France Invest qui a communiqué dessus. C'est rendement net de tout frais. Oui, donc, non, mais net de alors tout je frais. sais pas s'ils en moyenne, c'était les mêmes types de frais, quoi. Ça, plus ou moins. je sais pas s'ils ont pris Ok. 3, 4, 5, 2 sur les frais d'entrée, ça je ne sais pas. Et les frais de gestion, pareil. Bon, après, on peut t'enlever 1% par an sur 13,4, ça change pas ta vie. En effet, ce qui est compliqué là-dessus, quand il y a des frais, des gros frais, c'est quand tu fais du 2, 3, 4% de rendement, et quand on pique 1 ou 2, quand on pique un quart, en effet, à la fin de l'investissement, tu deviens le pimpin de l'histoire, quoi. Mais, et tu vois, on parlait du coté. Donc le coté, il faut le faire via des ETF. Très peu de frais. Le non coté, là qui est plus de frais, ça s'explique. Ça s'explique pourquoi ? Parce que les fonds, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont devoir trouver les meilleures entreprises dans lesquelles investir. Donc ils ont des équipes opérationnelles, des équipes de recherche qu'il faut payer. de toute façon, la cotation est une infrastructure faite pour rendre le truc liquide. Les fonds essayent de le rendre liquide, mais il n'y a pas l'infra exact, c'est leur propre infra à chaque fois. Donc c'est comme ça que ça s'explique. Exactement. Et aussi pour imagine une boîte star veut lever. Elle va regarder quoi dans le fond ? Elle va regarder qui est l'équipe opérationnelle, qui va être le top conseiller sur sa verticale. La boîte va attacher de l'importance à ça. Et aussi, il y a beaucoup de contraintes réglementaires. Les fonds sont ultra réglementés. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont des équipes middle, des équipes back, des équipes legal. Et ces gens-là, faut les payer. Ok. Alors, dans quoi on investit ? Si j'investis, par exemple, tu vas m'expliquer les autres manières d'investir, mais si j'investis par Climb ou par d'autres moyens, en fait, j'investis justement chez Frédéric Stollard, j'investis dans des fonds, j'investis dans des fonds de fonds. En fait, c'est toujours pareil aussi, ce que j'aimerais comprendre, c'est que le private equity, ça peut aller de moi qui investis chez toi ou chez, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai fait récemment dans une dont je parle pas mal, que j'aime beaucoup en ce moment, qui s'appelle Arcades, qui fait des Arcades.ai, où peu importe, j'investis direct dans une start-up au moment où elle se lance, un peu plus tard par le fonds OVNI, ou ensuite on va monter dans des boîtes un peu plus grosses. Donc t'as les fonds là-dessus, sur le fonds de fonds. Chez qui j'investis, je rentre pas dans un LBO moi-même avec mon petit ticket à 10 000 balles, quoi. Alors, si tu le permets, pour comprendre ça, faut dézoomer et aller un niveau au-dessus. Donc, une fois que tu es convaincu par la classe d'actifs du private equity, parce que bon rendement, parce que résilient face aux crises et parce que ça répond à plusieurs objectifs patrimoniaux. Une fois que tu es convaincu, la grille de lecture qu'il faut avoir, c'est numéro 1, le conseiller doit partir de l'objectif du client. Donc, il y a plusieurs objectifs du client. Le premier, ça peut être « je veux diversifier ». Donc, imagine, je suis à fond sur le côté, mais je ne suis pas sur le non-côté. Bon, tu dois diversifier. Ça, c'est un des objectifs patrimoniaux. Le deuxième, c'est tu veux avoir une rente. Tu as 40 ans, tu te dis ou tu as 50 ans plutôt, tu te dis dans 10 ans, eh bien, je veux avoir une rente, je veux avoir tant qui tombe tous les mois. Un troisième objectif, ça peut être je veux me constituer un patrimoine cible. Donc, je veux investir dans le private equity, dans 10-15 ans, je veux 2 millions d'euros. Donc, il y a plein d'objectifs patrimoniaux. Ce qu'il y a d'important de comprendre, c'est que d'abord, il faut comprendre quel est l'objectif patrimonial du client. Une fois que ça c'est fait, il faut identifier le cahier des charges du client. Est-ce que le client a besoin de liquidité ou pas ? Alors, l'investissement en private equity, c'est un investissement illiquide. C'est hyper important de le rappeler. Mais il y a une stratégie d'investissement dans le private equity qui est un peu plus souple et qui permet parfois d'avoir des fenêtres de liquidité. On en parlera après, c'est ce qu'on appelle l'evergreen. Ok. Voilà. Donc dans le cahier des charges, il y a la liquidité. Il y a aussi, est-ce qu'on veut avoir des distributions ou pas ? C'est-à-dire, j'investis. Des dividendes. Voilà. Est-ce que je veux avoir de l'argent, du cash qui rentre, ou bien ces distributions que font les fonds ? Eh bien, je veux maximiser mon capital plus tard, donc je veux qu'elle reste dans le fond, qu'elle soit capitalisée. Okay. Donc, soit on veut que ce soit distribué, soit on veut que ce soit capitalisé. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, en l'occurrence, si jamais les investissements dans lesquels tu as fait fructifier et distribuer, tu peux décider de les laisser dans le pot et de faire grossir ton pot, quoi. Exactement. Ça, Et dans le cahier des charges, il y a 2 dernières choses. Il y a la durée d'investissement. En fonction des stratégies, il y en a qui vont durer 5-6 ans, d'autres qui vont durer 10 ans. Le primaire, par exemple, c'est 10 ans. Okay. Et le dernier,
qui est aussi très important, c'est le couple rendement-risque. Il y a certaines strates qui sont un peu moins risquées. La dette privée, pareil, je vais faire un zoom dessus, c'est plus risqué que le primaire. Sauf si on fait le primaire de manière ultra diversifiée. Tu veux m'expliquer ça? Voilà. C'est pas un endroit où je pourrais avoir une stratégie d'investissement, même encore plus long terme, et me dire, tu vois, on peut mettre du private equity dans un PER? Bien sûr. Ok. Tu peux le mettre dans un PER et dans un contrat d'assurance vie. Après, ce qu'il faut regarder, c'est quel fonds est distribué avec les assureurs. Donc, tu vas avoir... Tu as des acteurs comme Altaroc, ils ont une partie qui s'appelle Alta Life qui est distribuée. Tu as des acteurs comme Partners Group, tu as des acteurs comme Euraseo qui sont distribués au sein des contrats d'assurance vie et des PER. L'avantage de ça, c'est que du coup, tu peux avoir accès à la classe d'actifs avec un montant, je crois que c'est à partir de 1 000 € sur un contrat d'assurance vie ou PER. Donc, si on revient à la stratégie de private equity, d'abord, tu valides ton objectif patrimonial, ensuite, tu valides ton cahier des charges, et ça va te donner la bonne strat entre le primaire, le secondaire, le co-invest, l'evergreen et la dette privée. C'est des mots qui sont compliqués, mais je vais les expliquer. Et ce qu'on a fait chez Climb, et ça je pourrais le partager, on a fait un tableau récap avec toutes les strates et expliquer les avantages et les inconvénients. Ça, c'est pour vos clients ou c'est disponible pour tout le monde? C'est pour nos clients, mais là, je vais faire un post LinkedIn spécifique dessus parce que c'est très apprécié de la part des clients. Tu me l'enverras, je le mettrai en lien quand on sortira l'épisode. Ouais. Okay. Et en plus de ça, là, on est en train de construire le simulateur. Donc, tu rentres l'objectif patrimonial, tu rentres ton cahier des charges et je vais te dire, pour toi, c'est la dette privée. Ou pour toi, c'est la dette privée plus un peu de secondaire. Donc maintenant, si on zoome, on va commencer par le primaire. Le primaire, ça veut dire quoi? C'est investi dans des fonds en création pour capter l'intégralité de la performance. C'est un des segments qui offre le meilleur rendement. Mais tu es loqué le plus longtemps. Tu es loqué 10 ans. Okay. Voilà. Après, tu as le secondaire. Là, tu rachètes des parts de fonds existants. Mais intéressant, hein, je veux dire, loqué 10 ans, finalement... si tu dis, mais la question c'est justement à partir de combien est-ce que tu peux mettre 100, 200, 300 balles par mois, puis te dire tous les 3 mois, tous les 6 mois, je rentre, ça investit. Et la question qui viendra ensuite, c'est l'automatisation de tout ça. Ouais. Ça, j'y viens juste après. C'est en effet quels acteurs et quels partenaires sélectionner. Okay. Donc primaire, après secondaire, tu rachètes des parts de fonds existants. Souvent, il y a une décote. Ça te permet d'investir plus rapidement. Ensuite, tu as le co-invest. Alors ça, c'est très difficile d'accessibilité. Il y a certains acteurs qui ont une stratégie où ils font du primaire et un peu de co-invest. Le co-invest, c'est tu investis aux côtés d'un fonds dans une entreprise. Okay. Généralement, il y a moins de frais, il y a beaucoup de rendement. Mais il y a du risque aussi, toujours pareil. Moins de frais, beaucoup de rendement, beaucoup de risques. Exactement. Donc là, je rentre dans une entreprise. Voilà. Donc, et ça, ce serait un truc que je pourrais faire, par exemple, en club deal, moi. Oui. Co-invest, je dis à une partie de mes auditeurs qui sont sur mon club deal sur Roundtable, je vous invite à vous inscrire dessus. On va proposer, Evan. On salue Evan. On va proposer des deals bientôt. T'es dessus sur mon club deal ou pas? Pas encore. Non, on va proposer un super deal, je crois, bientôt. Ouais. Et l'idée, c'est en effet souvent du co-invest. Et là, on va proposer un co-invest avec un fonds, en l'occurrence, mais sur une start-up qui grossit, qui est très bien d'ailleurs. Voilà. Et hâte de voir quelle start-up ça va être. Là, ce que tu viens de décrire, c'est du co-invest sur le stade de développement qui est le capital risque. Et là, c'est le co-invest sur plutôt du growth et du LBO. Elle fait déjà 6 millions d'ARR, donc c'est risqué. Elle est pas loin du growth. Elle est pas loin du growth. Ouais. Donc ça, c'est le co-invest. Après, tu as l'Evergreen. Alors l'Evergreen, il y a beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine et de family office aux US qui poussent l'Evergreen. Alors pourquoi? L'Evergreen, c'est un fonds ouvert, sans durée limitée, donc tu peux rentrer quand tu veux. Et c'est un fonds qui permet d'avoir des fenêtres de liquidité. Donc c'est pareil, there is no free lunch. Ouais. Évidemment, le rendement des Evergreen, si tu regardes un très bon Evergreen qu'on distribue, ça va être celui de Euraseo. Tu as un nouvel acteur, un des pionniers de l'Evergreen qui s'appelle Partners Group, qui va bientôt rentrer sur le marché. 2050 avec Marie Eklund, tu vois, non? Oui, bien sûr. Ouais, c'est la première qui m'a parlé de l'Evergreen il y a quelques années sur Génération Uturcel, j'ai adoré. Ouais. Donc c'est une stratégie d'investissement qui a de la valeur. Si par exemple on veut chasser du rendement, c'est pas forcément la bonne strat. Si on est primo-investisseur dans le private equity, on va avoir une possibilité de liquidité au bout de X années, ça peut correspondre. Et enfin, tu as la dette privée. Donc la dette privée, c'est celui qui offre le couple rendement-risque le plus optimisé, on va dire, le plus modéré. Là, tu prêtes à des entreprises qui sont non cotées pour percevoir des intérêts. Donc ce sont des obligations? C'est pas des obligations, c'est des prêts. C'est des prêts que tu fais aux entreprises.
Ok, c'est ce que faisait October ou des choses comme ça à un moment. October, oui. D'Olivier Goy, en fait, tu pouvais prêter, c'était retailisé, mais tu pouvais prêter en direct à partir, je pense que ça devait être 1 000 € à des entreprises. Dans le concept, c'est la même chose, sauf que là, la dette privée, c'est des fonds de dette privée qui s'en occupent. Donc là, tu prêtes à plein d'entreprises différentes. Tu prêtes à des très grosses entreprises, des gros montants. Voilà. Pas mal. C'est parce qu'en effet, prêter à une entreprise que tu connais mal, c'est un peu comme quand tu prêtes à un pote, ça a tout pour mal se finir. Et la logique de diversification au sein des fonds de dette privée est la même. Tu vas prêter à plusieurs entreprises. Donc, voilà, ça, c'est, on va dire, les 5 gros segments du private equity. Ce qui est important, c'est une fois que tu as l'objectif patrimonial du client, une fois que tu as son cahier des charges, tu vas l'orienter vers la bonne strate. Sur la dette privée, le rendement du prêt, en ce moment, tu sais à peu près combien c'est ou pas? Le rendement de la dette privée, à quel taux ils prêtent aux entreprises? 6-7%? Le rendement, en tout cas pour le client, celui-là, j'ai une idée des fonds de dette privée, c'est entre 6 et 9-10%. À revérifier. Okay. Alors, c'est le moment de préciser que, évidemment, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Ouais. Donc, il faudra regarder en fonction des acteurs. Et là, ça me permet d'embrayer sur, une fois qu'on a la bonne stratégie, quelle est la grille de lecture avec tous les partenaires et tous les acteurs. Donc, la première segmentation qu'il faut faire, c'est soit on investit via un fonds de fonds, soit on a investi via un fonds direct. Okay. Le fonds de fonds, la manière de l'expliquer la plus simple possible, c'est ce sont des portefeuilles clés en main de plusieurs fonds. Donc la valeur numéro 1 de ça, c'est que c'est ultra diversifié. Donc je pourrais prendre par exemple, je vais essayer de l'expliquer dans mes mots. On parle que lui, mais enfin, on a parlé de Razéo, comment il s'appelle, Mathieu Chabran, Antoine Flammarion, c'est Tikeo. Tikeo, par exemple, c'est un fonds de fonds. Voilà, c'est Opal Capital. Voilà, on bosse avec eux d'ailleurs. Voilà, donc on en a cité quelques-uns, plein. Je pourrais essayer, par exemple, moi, de dire, dans mon fonds OVNI, je vais avoir un fonds de fonds qui va venir. Donc nous, on a levé 60 millions, il y a eu la BPI, il y a eu des gros acteurs privés, des assureurs, etc. Essayer de faire venir l'un de ceux-là qui se dirait, bon, je vais mettre une partie dans du capital risque, une partie dans du growth, une partie dans du buyout, et comme ça, je vais avoir un panachage des risques. Ça peut être ça? Oui. Mais ou généralement, ils vont que sur un segment. Alors généralement, c'est plus sur un segment. Okay. Donc si on prend le cas, tu as cité les fonds de fonds, il y en a. Les principaux, c'est en effet Altaroc, Opal Capital, Arch Invest et Élévation Capital. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Chacun a sa valeur. On pourra creuser plus tard. Mais c'est essentiellement sur un segment. Donc, un fonds de fonds va investir dans le segment, par exemple, growth et buyout. Donc, il va y avoir en moyenne 5 fonds. Et au sein de ces fonds, tu vas avoir... alors, sur le gros, tu as à peu près 30 entreprises par fonds. Et sur le buyout, de mémoire, tu as entre 10 et 15 entreprises. Okay. Donc, la valeur numéro 1, c'est que tu es ultra diversifié. Évidemment, ultra diversifié dit un peu moins de rendement. Mais on va dire qu'il y a un peu plus de sécurité que tu vas trouver dans cette diversification. Alors, il y a évidemment l'inconvénient, c'est que tu as des frais. Parce que tu as un intermédiaire en plus. Tu as le fonds en direct, tu as le fonds de fonds. Et tu as le distributeur. Donc, c'est pour ça que ce qu'il faut regarder, c'est de faire des simulations aux clients avec un rendement net de tout frais. Alors, normalement, de mémoire, un fonds, généralement, il prend souvent... Là, je redescends au niveau du fonds. Hein. Quand nous, on investit chez OVNI, me semble-t-il, on prend 2% de gestion par an et 20% de ce qu'on appelle du carried. Donc, sur la performance, si jamais tu me donnes 1000 et que je te rends 2000, eh ben, je prendrai 20% des 1000 qu'on t'a fait gagner. Donc, je te rendrai 1800. Okay, en revanche, si je te rends 1000, je prends 0. Un fonds de fonds, normalement, c'est à peu près ça divisé par 2, c'est-à-dire je prends... Alors là, tout à l'heure, tu me dis peut-être 2, mais c'est plutôt 1% ou 1 à 2% de gestion. En revanche, c'est 10% de carried interest. Non, en moyenne, le fonds de fonds, pour le client, ça va être à peu près 2% de frais de gestion par an. Okay. Et tu vas avoir le carried. Ouais. Qui va être 20% de performance. Alors, il y a des acteurs... Alors moi, j'en connais quelques-uns qui prennent que 10. Hein. Voilà. En carried en fonds de fonds, oui. Le fonds de fonds... alors, c'est du... Et je trouve ça assez fair. C'est le fonds de fonds de la financière Saint-James. Je vais retrouver le nom. Je le retrouverai ou je le mettrai ou vous me contacterez si ça vous intéresse. Mais Michael Benabou et en fait, eux, ils considèrent que comme ils ne gèrent pas
les actifs en direct, ils ont moins de travail une fois que tu as investi. Eux, ce qu'ils te vendent, c'est un accès à des fonds américains super performants, du Sequoia, Index, je sais pas, enfin les très gros fonds. Et donc, ils te disent, personne n'y a accès, moi j'ai accès, donc tu peux venir avec moi. En revanche, le carry, je suis pas légitime à prendre autant qu'eux. Tout à fait. Les frais de performance, c'est souvent sur la stratégie d'investissement, le primaire, qui justifie que tu as une équipe de gérants. Le job de cette équipe de gérants, c'est d'aider les entreprises à se développer mieux que les autres. Donc, tu as des frais de performance très souvent dans les fonds de primaire. Et dans les autres stratégies d'investissement, parfois, tu n'as pas de frais de performance. Tu n'as pas de carried. Donc, ces frais de performance sont justifiés si et seulement si ça permet d'avoir un meilleur rendement net de tout frais. OK. Donc, pour les acteurs, je t'ai donné la grille de lecture via fonds de fonds. Via fonds de fonds, généralement, le ticket pour rentrer, c'est 100 000 euros. Voilà. Après, tu as via des fonds en direct. Donc, via des fonds en direct, soit tu investis moins de 100 000 euros. Là, tu en as très peu. Les acteurs qui me viennent en tête, tu as du Euraseo, tu as bientôt du Partners Group. Et si tu investis plus de 100 000 euros, là, tu en as beaucoup. Et le but du jeu, ça va être d'identifier les meilleurs fonds. Parce qu'on dit qu'il y a un écart de performance qui est très important entre les meilleurs fonds qu'on appelle les fonds de premier quartile, donc c'est les 25% meilleurs, et le reste. Donc, oui, alors c'est aussi très important de le notifier, parce que tu disais 13,4% en moyenne sur les 20 dernières années, mais tu en as qui vont faire du 25% et tu en as qui vont faire 0, quoi. Exactement. OK. Comment accéder à ces fonds de premier quartile ? Donc, en direct, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que le ticket minimum est d'environ 20 millions d'euros, 10-20 millions d'euros. OK. Et si tu veux le faire, là, tu dois passer par un fonds de fonds. Et c'est d'ailleurs la promesse de beaucoup de fonds de fonds, c'est je vous donne accès à ces fameux fonds de premier quartile. C'est GVA dont je parlais tout à l'heure, mais c'est ce qu'ils disaient. GVA Aventure, ils disent le premier quartile, c'est intouchable. Moi, je te donne accès à ça. Voilà. OK. Et pourquoi ils veulent pas retailiser ? Parce qu'en fait, c'est un cauchemar à gérer d'avoir autant de souscripteurs, c'est ça ? C'est très réglementé, ça demande d'avoir un reporting soutenu, il y a aussi la complexité des appels de fonds. Oui. Enfin, c'est un métier. Et alors là-dessus, dans le private equity, en l'occurrence, tes appels de fonds, oui, parce que ça, on connaît pas forcément ça. L'appel de fonds, ceux qui sont propriétaires, ils le voient par exemple pour le syndic de copro, mais bon, c'est un appel de fonds perdu. Là, cette fois-ci, tu le reverras jamais. En revanche, dans les fonds d'investissement, quand tu dis je vais investir 100 000, en fait, c'est marrant parce que tu dis non, mais moi, j'ai pas forcément les moyens d'investir 100 000. Et souvent, c'est sur 4 ou 5 ans. Donc, en fait, ça va être 20 000 par an, 25 000 par an. Donc, l'accessibilité, je dis pas que c'est facile et que c'est accessible à tout le monde. Mais en fait, c'est pas forcément 100 000 maintenant on the spot. Non, tu as raison. Ça dépend de la strate d'investissement. Sur du primaire, c'est ce que tu viens de décrire. Environ 20 000 euros par an pendant 5 ans. Mais sur d'autres stratégies d'investissement, par exemple l'Evergreen, c'est les 100 000 euros tout de suite. Tu es appelé tout de suite. OK. Voilà, ne rentrons pas trop dans la complexité, mais dans le private equity, c'est ce qu'on appelle la courbe en J, qui fait que quand tu investis pas tout de suite, et bien évidemment, tu as les frais qui sont payés au début. Donc, ça ressemble à un J. Ta valeur liquidative, quand tu as investi, ça baisse un peu. Là, tu dis pourquoi ça baisse. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien l'expliquer au client. Et après, ça remonte et ça remonte en J. Donc, le truc intéressant dans des fonds qui performent très fort, c'est que tu peux t'engager à investir, par exemple, 100 000 euros. Alors, pour beaucoup qui nous écoutent, ça semble inaccessible, mais c'est de plus en plus retailisé. Donc, je prends des montants que j'ai connus ou faits, tu vois, 100 000 euros. Et donc, en fait, tu vas apporter 20 000 la première année, 20 000 la deuxième année, 10 000 la troisième, et puis après, en fait, les 50 000, comme ils performent et qu'ils ont fait une session ou un truc, en fait, tu vas jamais les donner. Et alors là, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, tu t'es engagé sur 100, tu gagnes sur potentiellement 100, puisque c'est ta part du fonds, mais en revanche, tu n'as jamais mis les 100, en fait, tu n'as mis que 50. Là, tu as mis le doigt sur quelque chose de très important. C'est ce que tu décris, c'est le décaissement. Ouais. Donc, en effet, tu vas décaisser 20 000 euros la première année, année 2, 3, 4, et année 5, j'en sais rien, tu vas avoir 10 000 euros qui rentrent. Donc, au lieu de décaisser ces 20 000, tu vas décaisser 20 moins 10, 10 000. Et nous, ce qu'on a fait chez Climb pour optimiser ça, imagine, tu dis, je vais investir 100 000 euros dans une stratégie de private equity sur du primaire, sur les segments gros et buyout. Ces 100 000 euros, si l'année 1, tu es appelé que de 20 000 euros, ces 80 000 euros restants, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre
par exemple un contrat d'assurance vie, et on place ces 80 000 euros en attendant qu'on appelle tes 20 000 euros. Et alors ça a beaucoup de valeur, parce que du coup, on peut dire à un client, si jamais la stratégie d'investissement la plus smart pour toi, c'est d'investir dans du primaire avec ces fameux appels de fonds, en attendant que tu sois appelé, eh bien, ton épargne va être placée dans un autre support. Trop bien. Voilà. Trop bien. Alors, quelles sont les options que j'ai pour rentrer? Chez qui je vais, si je vais pas chez Climb ou si je vais ailleurs? Quelles sont, en fonction, si pour ceux qui commencent, qui n'ont pas forcément un gros patrimoine, quel est le plus accessible, par exemple, pour commencer? Alors, le plus accessible, c'est de le faire via un contrat d'assurance vie ou à vérifier, mais je crois que le montant minimum est de 1 000 euros. Okay. Donc, il faut demander, si vous êtes dans une banque, alors déjà, ce que je vous conseille, c'est de faire quelque chose qui est très simple. Vous demandez à votre banquier privé de vous envoyer votre banquier, oui. de vous envoyer votre contrat d'épargne, votre contrat d'assurance vie, votre plan épargne retraite. Et vous lui demandez aussi de sortir les frais que vous avez payés. Les frais d'entrée, les frais de gestion, les frais d'arbitrage, etc. Si vous ne comprenez pas, vous mettez un petit coup de ChatGPT et il vous l'expliquera très bien. Voilà. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est on a créé un simulateur où tu drag and drop ton contrat que tu as récupéré et tu as une IA qui va te dire exactement tous les frais que tu as payés et qui va te projeter ces frais sur 10 ans pour bien te rendre compte de toute la cascade de frais que tu payes quand tu es conseillé par une banque. Et après, alors je te donne une analyse très, très simple. Très souvent, tu as les supports dans les contrats d'assurance vie, ce sont des OPCVM, tu as 2% de frais de gestion, et là, on te dit que si tu les changes en ETF, que ce soit au sein de ta banque ou que tu passes chez un conseiller comme Climb, tu peux le dire à ta banque, ces OPCVM, ces lignes là qui me coûtent 2% par an, vous êtes gentil, mais vous les arbitrez, vous mettez des ETF. Mmh. Ça, c'est un bon conseil à appliquer à ZAP. Donc, au sein de ce contrat d'assurance vie, tu peux demander à ton conseiller, à ton banquier, quelles lignes de private equity sont disponibles. Et donc là, ça va dépendre de l'assureur. Quel acteur de private equity est référencé chez l'assureur. Et donc là, évidemment, tu as un enjeu de vitesse des fonds de private equity à être référencés par les assureurs parce que c'est un moyen de prise de part de marché, de démocratisation. Okay. Donc je dirais que la première manière, c'est ça. Après, tu as certains acteurs de fonds de private equity en direct qui ont la possibilité d'investir dès 20 000 euros. Okay. Donc il y en a très peu. Et là, il y a de plus en plus d'acteurs qui sont en train de se mettre sur ce positionnement-là, le fameux entre 20 et 100 000. Ouais. Et après, tu as plus de 100 000. Ok, et le 20 et 100 000, c'est qui? Tu peux me citer des noms Alors, ça leur fait une belle promo, on les a déjà cités, mais c'est Euraseo. Okay. Et là, il y a d'autres acteurs qui arrivent. Il y a Partners Group, okay. Il y a Carmignac, okay. Il y a des petits copains qui arrivent. Ouais. Ok, donc là, c'est un endroit où ça va se secouer fort et on surveille ça de près. Et après, on va aller au-delà de 100. Et là-dessus, on va sur un marché de professionnels. Ok. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler quelque chose d'important, on ne l'a pas dit. Sur la démocratisation du private equity, qui investit depuis 30 ans, 40 ans sur le private equity? C'est essentiellement des institutionnels et des grandes familles. Les institutionnels, c'est les fonds de pension, c'est les fonds souverains, c'est les fonds de dotation, c'est les grands assureurs. Et pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que c'est une classe d'actifs qui offre un bon rendement et ça représente entre 15 à 20% de leur allocation. Okay. Si tu regardes le marché retail, en France, c'est moins de 1%. Donc, si jamais on veut se lancer dans le private equity, tu peux y aller. Moi, ce que je recommande, c'est de commencer d'y aller à hauteur de entre 10 et 20% max de son patrimoine. Super intéressant. Bon, ce qu'il faut voir par rapport à nous, c'est que les ultra riches, ils peuvent mettre 15 à 20% là-dessus parce que, en fait, notamment leur patrimoine immobilier, ils représentent pas, comme chez beaucoup d'entre nous, assez vite 30, 40, 50, 60, 70, 80% de notre patrimoine, finalement. Alors, les entrepreneurs, c'est encore différent parce qu'ils ont souvent aussi une grosse partie de leur patrimoine. Alors, c'est du private equity dans leur propre société, mais voilà. Finalement, le club deal, dans pas mal de choses, à partir du moment où tu n'es pas dans du club deal IMO, c'est une forme de private equity, en fait. Bien sûr. Okay. C'est une forme de private equity.
Et là, on l'a dit, hein, c'est marrant parce qu'il y a un biais de certains entrepreneurs à investir évidemment dans le private equity parce qu'ils connaissent très bien la classe d'actifs. C'est ce qui permet de les financer. Et les gens qui investissent, les retail qui investissent dans le private equity, moi je le vois avec mes clients, souvent c'est des dirigeants entrepreneurs. Et sinon, c'est des gens qui travaillent autour de la sphère du private equity. Donc des avocats, des financiers, des gérants. Oui, qui comprennent vraiment le délire. C'est pour ça qu'il faut vous-même le comprendre, enfin, ce qu'on essaie de faire, hein, vous y intéresser. On a parlé un peu des différentes manières d'y accéder. Je voudrais parler de deux choses. Tu as touché un peu du doigt là-dessus. On est quand même dans une période très instable. On sent... d'ailleurs, c'est même pas qu'on sent. Honnêtement, au moment où il faut sortir, moi je voudrais faire un épisode, on va faire un épisode prochainement sur l'immobilier. Pour moi, on est dans une limite border crack immobilier en fait. Les gens ne le disent pas complètement, mais moi je fais des achats sur des trucs à des prix hallucinants dans Paris. On l'a vu ces derniers jours sur les entreprises, les PME, j'allais dire TPE, mais non, des PME françaises qui sont quand même en PLS. Tu vois, ça craquelle un peu et c'est difficile et il va y avoir quand même un peu du... Donc, est-ce que dans tout ça, on n'est pas quand même dans un univers où les performances passées ne présagent pas des performances futures et où quand même cet univers est peut-être risqué et les beaux jours sont derrière nous? Alors là, j'ai deux réponses à te donner. La première, bon, tu l'as dit dans tous tes épisodes, mais on le rappelle, c'est pour pallier à des événements, à des contextes macro, ce qu'il faut avoir, c'est une forteresse de son patrimoine. Donc, c'est d'être sur toutes les classes d'actifs. Tu es sur la classe très sécurisée avec des comptes à terme ou du fonds euro. Tu es sur les obligues. Tu es sur l'IMO en direct, l'IMO en indirect avec des CPI. Tu es sur des actions. Donc, sur les actions, comment tu le fais? Tu le fais avec du coté sur des ETF. Tu le fais avec du non-coté, avec du private equity. Et après, tu peux même aller sur des classes un peu plus alternatives comme de la crypto, comme de l'art, etc. Le but du jeu, être le plus diversifié possible. Numéro 2, c'est quand on est dans un contexte incertain, il faut regarder les classes d'actifs qui réagissent le mieux. Donc, une des classes d'actifs qui réagit le mieux, c'est le private equity. Si tu regardes, tu fais un backward, tu regardes crise Internet, subprime, Covid, ça a mieux réagi que les marchés cotés. Donc ça a de la valeur. Après, sans rentrer dans le détail, je ne veux pas qu'on perde l'audience. Si tu veux être long sur acheter des actions, tu le fais avec des ETF. Tu peux aussi décider de mettre un espèce de range sur la performance où tu dis au-dessus d'une certaine perf, je la prends pas, mais en revanche, en dessous d'une certaine baisse, je la prends pas non plus. On a fait des épisodes là-dessus récemment. Ouais. Voilà. Donc ça aussi, c'est des produits qui se comportent bien. Sur du produit structuré. Voilà. Ça, on a fait avec Nicolas Marc, avec Jocaris, avec Nicolas Lefebvre aussi de Club Funding. Enfin, voilà. Donc ça, en effet, c'est quelque chose qui est super intéressant dans ces périodes et ça peut faire partie d'un portefeuille assez large et ça devient accessible aussi à tous. Voilà. Donc donc, je sais pas si ça répond. Non, ça répond. Sachant que voilà, moi ce que je trouve comme incertitude, c'est qu'à la fois je suis un optimiste, mais comme tout bon entrepreneur, optimiste méfiant, tu vois. Enfin, j'essaie d'envisager aussi le scénario du pire, ce qui m'empêche pas d'investir, mais de me dire au moins là-dessus, je l'avais vu venir, tu vois. Et c'est vrai que sur ces questions. Tu vois, je vois aussi, en effet, tu l'as dit, les cryptos, les trucs sur lesquels je suis pas très bon, moi, c'est les énergies, l'or, les trucs vraiment super défensifs. Et pourtant, c'est intéressant d'avoir ça aussi dans des portefeuilles. Mais je pense que... Et le dernier point qui m'interpelle, parce que j'ai enregistré un épisode hier avec un type, c'est un épisode en anglais qui sera peut-être un peu sur Génération et Turcell, qui sera... J'espère que tout le monde l'écoutera, mais avec un type qui a fondé une boîte qui s'appelle Lovable. Tu vois ce que c'est Lovable? C'est une boîte qui te permet de faire des sites internet. Bien sûr. Mais en fait, beaucoup plus que des sites internet. Ça va te permettre de faire des business. Tu peux aller jusqu'à l'acquisition, il me semble. Non, mais c'est fou, en fait. Et donc... C'est magnifique que tu aies réussi à l'avoir. Cet épisode, j'ai enregistré hier soir assez tard. Et en fait, là, tu te dis, on va vivre un cataclysme. Un bouleversement de business
Bah là, tu me lances là-dessus. Et même dans notre métier, hein, quand je vois certains usages de l'IA dans le métier de la gestion de patrimoine, tu as des changements d'usage qui sont majeurs. Il faut se mettre dessus tout de suite, sinon c'est mon épisode de fin de semaine. Je vais tourner ça. Comment utiliser, enfin comment se séparer de son. Le titre qu'on cherche encore, on verra si ça se trouve, je l'aurais sorti avant celui-là, je sais pas, mais c'est remplacer son GGP par ChatGPT. Ah, j'adore. Moi, je peux te donner, je les ai listés. Je peux dire les cas d'usage de l'IA dans notre secteur, je les connais par cœur. Ah bah ouais, ça m'intéressera. Ouais. Tu peux m'en citer quelques-uns? Ouais, un très rapide, par exemple, ce qu'on a développé sur l'analyse des contrats existants. Ouais. Donc, tu as une IA qui est au CERIS, qui regarde ton contrat existant de ta banque et qui va te sortir les frais et qui va te sortir la performance et qui va te dire bien, pas bien. Nul. Voilà. Après, tu as aussi, tu parlais de la diversification. Ouais. On est en train de développer un algo IA, tu l'appelles comme tu veux, qui va analyser ton score de diversification. Donc là, tu parlais de... j'ai pas investi suffisamment sur les matières premières, ça va te dire t'es bien investi, mais ton score de diversification pourrait être amélioré sur l'or. Après, comment tu le fais sur l'or? Et enfin, c'est comment l'IA va permettre aux conseillers de faire mieux son job. Donc, sûr. Réduire ses tâches administratives et se concentrer sur le client. Donc là, tous nos calls visio sont enregistrés. On avait utilisé un outil, maintenant Gemini vient de le sortir, donc on a dépensé je ne sais pas combien dans un outil. Bon, bref, ça c'est un détail. Il faut être très ouvert sur ce que font les gros acteurs. Ça enregistre le call visio. Alors évidemment, le client donne son consentement. Et ça permet de donner une grille de lecture de la discussion. Est-ce que, par exemple, l'utilisateur est plutôt averse au risque ou pas? Est-ce qu'il aura besoin de liquidité? Donc ça fait une analyse du call. Et après, ça on l'a pas encore fait. Ce qu'on veut faire, c'est que ça remplisse automatiquement tous les champs dans notre CRM. On utilise Salesforce, ça va tout remplir. Et là, tu fais gagner 20 minutes, une demi-heure sur l'admin pour chaque client. Incroyable. Et donc, tu as un conseiller qui va beaucoup mieux écouter son client grâce à ça. Bon, je t'en ai sorti 3, mais il y en a plein. Ça va être fou. Voilà. Et donc ça, c'est une des choses qui, dans l'univers du private equity, je me dis, il va y avoir tellement de business qui vont être disruptés. Lui-même te dit, par exemple, tu peux créer un lovable sur lovable. Tu peux, en fait, moi je lui dis, tu sais, quand t'avances, en gros, je lui parle du studio en bas. Je lui explique que j'ai fait un site internet pour le studio qu'on est en train d'ouvrir ici, cette salle qu'on va louer, Studio 71.Paris. Je manque jamais un moment pour faire de la pub. Et en l'occurrence, je lui dis, mais ce truc-là, je l'ai fait en 20 minutes. Et je l'ai sorti en français, anglais, espagnol, même si ça me sert à rien, mais c'était juste pour le fun. Et puis j'ai mis des options petit déj, avec un truc qui va automatiquement envoyer un SMS au boulanger d'en face pour aller te livrer ton petit déj le matin, etc. Enfin, et derrière, dans le devis, il te met petit déj, 15 € par personne, tac, tac, tac. Si t'es 12 personnes, boum, 15 x 12, salut, au revoir. Mais tu vois, moi, ça bouleverse de le faire, mais moi, je recommande à tous les entrepreneurs de le faire. C'est, tu as ton produit, tu as ton service qui existe depuis X années. Tu t'enfermes 2 jours. Une semaine ou 2 jours et tu reconstruis ton service principal from scratch avec une IA. Et ça, y a certains entrepreneurs qui m'ont fait leur retour d'expérience. Ça peut secouer parce que parfois, ce que tu as fait en 2 jours, c'est mieux que ce que tu as fait en 5 ans. Et là, il faut avoir le courage de prendre ta version qui existe depuis 5 ans, sur laquelle tu as dépensé X millions d'euros, et de la passer en legacy, tu la mets à la poubelle, et tu utilises la nouvelle version. Et ça, on va le voir de plus en plus dans beaucoup de business. Incroyable. Bon, regardez bien ça, en tout cas. Pour cette rentrée, ça va être quelque chose d'important. Regardez bien les business dans lesquels vous investissez, à quel point, si vous êtes notamment dans le capital risque, à quel point ils risquent d'être vraiment chamboulés par ça ou pas, et à quel point aussi les entrepreneurs, on revient sur la clé, les personnes qui gèrent, les hommes, les femmes, sont des gens qui sont super smart et s'adaptent vite, quoi. Et une envie de y arriver qui dépasse l'entendement. Ok, on a bien couvert, je crois, l'univers private equity, j'ai bien compris. T'as répondu finalement à ce que je pensais au début, c'est-à-dire que la question que je te posais, c'est est-ce que l'investissement capital risque c'est du private equity? Oui, mais on peut pas parler. Pour moi, si tu dis private equity, tu vois tout de suite un truc beaucoup plus large. C'est un peu comme si tu disais investissement au sens large, alors que dedans, il y a plein d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu as raison, les gens, quand tu leur parles de private equity, ils vont penser au segment 2 et 3, donc les entreprises déjà très rentables, alors que au sein du private equity, tu as le capital risque, donc l'investissement dans les startups. Ce qui est intéressant, c'est que c'est donc une classe d'actifs qui est aujourd'hui distribuée
comme tu le dis, on sait qu'il y a des frais parce qu'en fait, tu peux pas encore en faire des ETF. Ça viendra peut-être à un moment ou un autre, hein, mais tu peux pas y donner un accès. Il faut aussi être pas mal conseillé là-dessus pour savoir où aller, quels sont les bons, quels sont les mauvais. Parce qu'en fait, c'est pas aussi visible, j'imagine, que les obligations des marchés boursiers font que tu as des cours sur les dernières années, des rendements, des distributions, etc. Aldric, si on vient chez Climb aujourd'hui, comment ça fonctionne? Quelle est votre rémunération? Est-ce que je dois être payé upfront? Est-ce que vous prenez que des commissions sur les produits que vous me vendez? De manière générale ou sur le private equity? De manière générale et sur le private equity. De manière générale, la manière dont ça fonctionne, tu vas sur Climb, tu fais une simulation, tu réponds à des questions très simples te concernant. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Combien tu gagnes? Quels sont tes impôts? Ensuite, on va t'afficher des dispositifs d'investissement dans lesquels tu pourrais investir pour que tu puisses comprendre ce qu'il est possible de faire. Et si tu veux aller plus loin, tu prends un rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine de Climb qui là va prendre la suite en visio et qui va t'expliquer pas à pas dans quel produit tu dois investir et comment tu dois le faire. Et la manière dont on se rémunère, en fonction des classes d'actifs, il y a des frais d'entrée et il y a aussi des frais de gestion qui sont payés aux fabricants du produit, aux partenaires du produit. Donc, on parlait de private equity. Donc, c'est le client qui paye le fonds de private equity et le fonds nous rétrocède une partie. Et en moyenne, 0,7%. Donc, si jamais... Donc, je paye pas Climb une prestation... Non, tu ne payes pas Climb et les fonds que tu investis ne sont pas chez Climb. Ils sont, si tu investis dans un contrat d'assurance vie, ils sont chez l'assureur. Donc des assureurs comme Arkea, comme Generali. Je peux le faire par mon compte BNP, c'était Général ou Bourseau, ou il faut que je passe par chez vous? Si tu as ton compte chez BNP, tu vas investir dans un contrat d'assurance vie. Imagine l'assureur, c'est Generali. Et ton argent va aller chez l'assureur Generali. Et toi, tu vas leur notifier que c'est toi qui l'as fait transiter? Oui, parce que moi, dans la valeur que j'ai, Climb, c'est dans ce contrat d'assurance vie. Alors, je te prends cette classe d'actifs, mais... on a identifié les allocations qui sont les plus performantes en fonction du client. Donc, dedans, tu vas avoir du fonds euro boosté. Ça te permet d'avoir un rendement sécuritaire autour de 4%. Tu vas avoir un peu d'obligations, un peu d'immobilier, un peu d'ETF coté et un peu de private equity. C'est ça la valeur qu'on a. Comment je m'assure que tu choisis les bons pour moi et pas ceux qui te rémunèrent 8% plutôt que 6%? Ça, c'est notre job. On part de l'objectif du client. Et moi, ce que je dis toujours à mes conseillers, c'est une bonne qualité de service et de conseil. En termes de business model, ça va avoir beaucoup plus de valeur parce qu'un client qui est content va ensuite te recommander. Et quand il te recommande, coût d'acquisition pour Climb, 0. Et la preuve qu'on fait bien les choses sur la partie investissement et impôts, c'est qu'on est noté par nos clients 4,9 sur 5 sur Trustpilot. 4,9, c'est énorme, en l'occurrence, oui. Parce que c'est notre petite fierté. Le 4,8, c'est à peu près les gens avec qui je bosse souvent, tu vois. Donc déjà, c'est énorme. C'est-à-dire que donc 4,9, ok, bravo. Ok, je précise d'ailleurs pour ceux qui pourraient se méfier de notre truc que déjà je te charcute jusqu'au bout et que en plus je suis vraiment actionnaire d'un pouillem. Hein, je pense on est en dessous du pourcent, hein, donc je suis pas du tout là pour faire la promo. En l'occurrence pour la promo, mais sur laquelle je touche rien. Si on vient de ma part, si on vient de la part de la Martingale et qu'on est intéressé, qu'est-ce que tu peux faire? Alors là, ce qu'on peut faire jusqu'à la fin de l'année, c'est avoir une offre de bienvenue. On l'a avec certains partenaires et qui on bosse. Ça peut aller de 50 € jusqu'à 500 € en fonction du montant investi. Et là, j'ai pas les montants investis en tête, je te l'enverrai. Tu me l'enverras, ok. Et donc 50 €, 500 € de remise sur tes frais, c'est ça? Là, non, là, c'est carrément c'est un virement que Climb te fait. Ok. C'est une offre de bienvenue. On l'avait mis en place avec des gros partenaires avec qui on bosse, des contos, des banquines. Voilà. D'accord, trop bien. Écoute, chaud, vous venez de ma part. Et puis voilà. Et puis en plus, Climb vous aide à faire un truc. C'est la déclaration fiscale quand même après à la fin de l'année. Ouais. Si tu regardes les avis de Trustpilot, on a des avis sur les investissements, mais on a aussi beaucoup d'avis sur le service de déclaration de revenus. Et ça, c'est un service qui est très plébiscité parce que le moment fatal de mai où tu dois faire ta déclaration de revenus, là, on a développé un outil qui, en fonction de toutes les infos qu'on a sur nos clients, va déterminer les cases à remplir, donc les avantages fiscaux auxquels tu as droit. Parce que les gens remplissent mal, oublient. Et avec ces cases à remplir, on a des experts en déclaration
qui vont faire une visioconférence avec le client sous format partage d'écran sur impôts.gouv. Et là, ils vont remplir la déclaration pas à pas pour le client. Donc la déclaration, elle est faite en 45 minutes et le client peut passer à autre chose. Alors moi, je peux pas les faire en 45 minutes parce que c'est trop compliqué, mes déclats. Mais c'est des trucs d'entrepreneur, je sais pas si t'es là-dedans, mais il y a trop de bordel. J'ai trop de LMNP, de machin, de trucs à remplir, c'est un enfer. Ah, ça se challenge. Tu vois, Martin, que tu avais invité sur la partie déclaration, les déclarations un peu plus complexes, il les fait en effet en 1h30, mais ça tient en 1h30. Quand tu as beaucoup d'IMO, quand tu as de l'investissement start-up, des comptes type Revolut, Coinbase à déclarer. Ouais, c'est une tannée aussi. À un moment, je me demande s'il ne faudrait pas que je rationalise et que je ferme plein de comptes partout. Parce que ma problématique avec la martingale, c'est que j'ouvre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup des auditeurs ici qui font ça, mais j'ouvre des comptes partout tout le temps. C'est un enfer à gérer. Alors, en fait, normalement, quand tu le déclares une fois sur impôts.gouv, ça le mémorise. Okay. Mais il y a des années où ça saute. C'est ce qui m'est arrivé cette année. Donc j'avais par exemple, je ne sais plus, un compte Revolut, Coinbase et Interactive Broker. Et j'ai dû redéclarer les 3. Ça m'a pris un quart d'heure. On l'a fait ensemble avec Martin. Donc la mémorisation de certaines infos sur impôts.gouv, parfois, elle est pas faite. C'est ce qui fait que ça peut prendre un peu plus de temps. Aldric Emier, il faut te suivre également sur LinkedIn parce que là-dessus tu proposes, tu fais des posts et tu proposes aussi beaucoup de ressources, donc c'est cool. Emier, c'est E-M-I-E accent aigu. Aldric, voilà, de toute façon on mettra les liens partout. Merci pour ton temps et toute cette expertise. On va suivre tout ce que vous faites sur ces prochaines années. À plus. Merci Aldric. Merci Mathieu. Trop cool. Comme d'hab. Merci. Ciao. Ciao.